Salut les Tanoukiens, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous l'attendiez, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages par rapport à ça. Voici donc la suite des aventures du Tanuki, toujours meilleure que les aventures de Tintin, bien entendu. Et oui, les aventures du Tanuki, vous voyez, c'est probablement un des rares parcours où c'est raconté sans truquer, sans se vanter et sans enjoliver. Bref, en attendant, ce que je vous raconte ici, c'est bien plus pour donner des exemples de possibilités, d'idées de ce qui peut être fait au Japon, avec un petit côté retour d'expérience en fait, bien entendu, que de raconter ma vie pour raconter ma vie, bien sûr. Mais ça, vous le savez déjà, vous avez déjà écouté les autres épisodes. Mais recentrons-nous un petit peu. Vous vous souvenez que lors du dernier épisode, après mon PVT, j'étais revenu en France. J'avais commencé à travailler comme donc technicien de laboratoire à l'époque, en 2019, et j'avais voulu retenter ma chance au Japon. On s'en était arrêté là lors du deuxième épisode. Et comme vous vous en doutez, eh bien c'est ce que j'ai fait. D'où mon troisième épisode. Je suis donc retourné au Japon en janvier 2020 après avoir demandé un visa afin d'étudier en école de japonais. Comme j'avais été trop court, mon visa étudiant commençait en avril 2020, mais j'ai commencé l'école en fait en janvier en tant que simple touriste. Voilà, tout simplement 9 mois, ce qui nous donne 9 mois au total, 3 plus 6. Car oui, vous pouvez tout à fait vous inscrire dans une école de japonais pour 3 mois et juste venir sans visa, comme simple touriste en fait. Néanmoins, dans mon cas, c'était gênant, car sans visa, il y avait plein de trucs que je ne pouvais pas faire. Ouvrir un compte en banque, demander un permis de conduire, ou tout simplement travailler. Donc du coup, pendant 3 mois, j'étais un petit peu bloqué. Je pouvais que faire... Je ne pouvais qu'étudier en fait mon japonais. Cependant, une fois ma demande de visa approuvée, j'ai pu tout faire dès le mois d'avril en fait. Encore une fois, 3 mois touriste, mais en étudiant dans l'école de japonais, et puis 6 mois cette fois-ci, toujours dans l'école de japonais, à faire la même chose, mais en tant qu'étudiant, ce qui vous met bien plus de possibilités, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Voilà, donc 9 mois au total, j'ai pu passer dans cette école de japonais à Sapporo. Et je vais vous raconter ça de manière un petit peu résumée, sinon on en aurait pour des heures, vu tout ce qui s'est passé. Bref, nous sommes donc début janvier 2020. J'arrive donc à l'aéroport de Sapporo New Chitose, l'aéroport principal de l'île d'Hokkaido, la grosse île au nord du Japon. D'ailleurs, Hokkaido est renommé pour la qualité de ses produits alimentaires, j'entends. Il y a beaucoup de production là-bas. Ses stations de ski, ses champs de fleurs, son festival de la neige à Sapporo au mois de février, les Ainu, le peuple autochtone et sa culture, et bien sûr son côté historique, terre de pionniers, du fait de son rattachement assez récent au Japon, au cours du 19e siècle. Alors, première super nouvelle en arrivant, la compagnie aérienne Finnair a oublié mes bagages à Helsinki durant l'escale. Super. Donc, pendant bien 2-3 jours, j'ai dû vivre en fait avec les mêmes vêtements et mon portefeuille. Ça fait un petit peu juste quand même. J'avais rien de plus. Ce fut absolument horrible pour tout vous dire. Puis, tout m'a été livré à la share house où j'habitais quelques jours plus tard. Ouf! Oui, j'avais choisi une share house car je voulais pas dépendre de l'école ni de qui que ce soit. Voilà, comme ça, j'étais un petit peu indépendant au niveau logement. Et ça me permettait d'ailleurs de choisir moi-même mon logement et donc la localisation, les tarifs, avec qui j'allais être, etc. Et ce fut une excellente idée. Pour tout vous dire, et au cas où ça vous intéresserait, il s'agissait de la share house DK House à Sapporo. Et je ne peux que vous la recommander chaudement. Tarif très correct, manager toujours en place et super sympa, avec une gestion au top. C'est très bien situé, vous pouvez accéder au centre de Sapporo à pied en marchant un peu. Les gens se comportent assez correctement là-dedans, c'est bien géré, il n'y a pas trop de bruit, c'est très propre. Non, franchement, c'est très bien. Je suis même allé rendre visite au manager cette année en allant au Hokkaido en fait, afin de le remercier pour sa gentillesse et parfois son aide à l'époque. Bon, vous allez me dire que je fais un petit peu de pub, mais bon, je ne touche pas d'intérêt pour cette petite pub, voilà. C'est juste que c'était une expérience très positive. Je commence donc l'école. J'étais super motivé, super content de me remettre au japonais. J'avais demandé à être dans une classe de niveau GLPT N3.
Donc c'est un niveau conversationnel, quoi. On m'a mis dans une classe qui terminait, en fait, le N4 au final. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça m'a permis une petite révision. Je vais pas trop détailler l'école, car j'ai déjà fait un assez gros retour, en fait, d'expérience à propos des 2 écoles où j'ai étudié dans une vidéo précédente. J'ai parlé notamment de cette école-là, bien évidemment. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien du retour d'expérience des écoles concernant les écoles en lien en dessous. Alors comment ça s'est passé un petit peu quand même? En cours depuis seulement un mois, je commence à entendre parler du Covid. Et oui, on était début 2020, rappelez-vous. Et on nous dit de porter des masques, d'éviter de sortir inutilement, voilà, de mettre de l'alcool sur les mains, etc. Bref, ça commence. La peur s'installe à l'époque. J'essaie de suivre les recommandations, mais je suis comme sorti de temps en temps pour voir les sculptures du festival de la neige à Sapporo, qui est un événement majeur, franchement, si vous allez à Sapporo, allez le voir, c'est obligatoire, ou même à Hokkaido, hein. Franchement, faites le déplacement, ça vaut le coup. Des dizaines de sculptures en neige, parfois immenses, représentant des personnages, vrais ou imaginaires, par exemple de manga, etc. Mais aussi des Pokémon, des animaux, tout en neige. Des copies de bâtiments japonais ou étrangers absolument immenses, toujours réalisés en neige. Il y en a même un qui est réalisé par l'armée. Il y a des soldats qui se relayent pendant des jours, et des semaines, je crois même, 2-3 semaines, pour fabriquer un immense bâtiment comme ça. C'est très impressionnant, hein, vraiment. Et puis il y a un tas d'animations, de stands, de bouffe, de concerts, des jeux de lumière le soir aussi quand il fait nuit. Bref, c'est super. Là encore, j'avais fait une vidéo là-dessus cette année, avec le Festival de la Neige de Sapporo 2024, le Yuki Matsuri, et je vous la mettrai aussi en lien en dessous. Puis début mars, qu'arrive-t-il? Hop, nous sommes mis d'office en vacances anticipées pour cause de Covid. Et oui, tout le monde a vraiment peur début 2020. On sait pas trop ce que c'est encore, donc voilà. Le pays commence à se fermer aux arrivées de touristes et aux autres étrangers. Le gouvernement va inciter d'ailleurs un tas de commerces à fermer leurs portes. Ou au pire, à le faire plutôt dans la soirée, s'ils ne veulent vraiment pas fermer. Mais c'est surtout dans les grandes villes que des couvre-feux obligatoires cette fois-ci vont avoir lieu. Par exemple Nagoya, Osaka, Tokyo, etc. Il y en a eu, je l'ai moi-même vécu. Il y a Sapporo aussi, bien entendu. Et de nombreuses entreprises, comme vous en doutez, vont être bien sûr touchées, exactement comme en France, un restaurant, bar, salle de sport, école de japonais, vont arrêter de recevoir des étudiants aussi. Un peu comme partout dans le monde, encore une fois, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, malheureusement à l'époque. Et puis plus tard, là aussi, au Japon aussi, il y a eu les histoires de vaccins. Mais par contre, grosse différence avec la France, aucun confinement. J'entends par là que c'était en fait illégal au Japon de d'obliger les gens à rester chez eux. Donc si le bon peuple était incité à rester chez lui, il était tout à fait libre de sortir et faire ce qu'il voulait, quand il voulait, contrairement aux Français, hein, et d'autres pays aussi, Australie, je crois que c'était pareil, etc. Au Japon, d'ailleurs, le dernier gros épisode de Covid était à l'automne 2022. Ça a duré quand même 2 ans et demi, voire 3 ans, hein, cette histoire de Covid. Hein. On l'a oublié, là, mais c'était quand même extrêmement pénible à l'époque. Hein. Moi, je m'en souviens très bien, je l'ai eu, le Covid, malheureusement, dans les derniers mois, courant 2022. J'ai failli passer entre les gouttes, mais les gouttes me sont tombées dessus. Vous l'avez compris, en toute logique, je me suis retrouvé dans ma share house, en fait, à ne rien faire. Beaucoup de camarades de classe ont d'ailleurs perdu leur travail, comme par exemple un très bon ami italien que j'avais, qui était dans ma classe, mais aussi dans ma share house. Donc forcément, ça rapproche. Et j'ai toujours des contacts avec lui d'ailleurs, je l'ai vu cette année, même s'il est encore à Hokkaido, lui. Perso, j'essayais donc, pour m'occuper, de travailler un peu mon japonais, puisqu'on avait plus cours, et j'allais marcher 1 heure, souvent l'après-midi, pour m'aérer un peu, ne pas perdre le moral, voilà. J'avais aussi débuté mes recherches pour un vrai travail, mais aussi pour des petits boulots, car chaque mois me coûtait une fortune, et j'étais obligé de taper dans mes économies, bien entendu, comme j'avais pas trouvé de petits boulots, bon. Et oui, car avec le Covid, les recherches d'emploi, c'était assez compliqué quand même, hein, je vous le dis. Et à propos de la share house, comment c'est passé là-dedans? Bah écoutez, il y avait un peu de toutes les nationalités d'abord, et pas mal de gens, japonais ou non, se sont retrouvés en fait inoccupés, à ne rien faire. Il y avait notamment un groupe de 5-6 individus dans la vingtaine qui s'entendaient très bien, un peu trop même d'ailleurs. Je sais plus, il y avait une japonaise, un japonais, un américain, 2 coréens et un taïwanais je crois aussi. Bref, et qui foutaient un bordel pas possible dans la cuisine et dans la salle commune jusqu'à pas d'heure.
puisque comme ils faisaient rien avec le Covid, ils s'occupaient eux-mêmes, quoi. Ils avaient rien d'autre à faire. Sauf que bah, c'était vraiment... ils foutaient un gros bordel et c'était ultra pénible. Car en plus de s'accaparer tout l'espace, c'était vraiment niveau collège. Hein. Ils jouaient au ping-pong sur des tables, voilà, les tables où on étudie, où on mange en fait. Jusqu'à que pas mal de résidents, moi je me suis pas plaint, mais parce qu'heureusement j'étais assez haut dans les étages, donc j'avais pas trop à en souffrir du bordel, mais il y en a d'autres qui sont allés se plaindre et ça a cessé heureusement. Et puis bon, après le groupe a fini par se scinder quand certains sont partis du Japon, et puis que d'autres ont rejoint des nouveaux arrivants sinophones qui parlaient chinois, donc ils ont formé un groupe de sinophones en fait, ce qui a permis de revenir à des comportements très corrects. D'ailleurs, le groupe des locuteurs de chinois, ils étaient vraiment tous super sympas là-dedans. J'avais super relation avec eux. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que même parmi ceux qui étaient un peu pénibles, il y avait des gens très sympathiques dans le lot, tout comme d'ailleurs dans la share house. Et puisqu'on parle de rencontres, d'ailleurs, j'utilisais pas mal les applis de rencontres justement pour faire des sorties avec de nouvelles personnes. Souvent, c'était des jeunes japonaises, hein, généralement. Hein. C'était sympa, on allait visiter des trucs, se balader, boire un café ou de l'alcool, etc. J'ai pu vraiment faire des super rencontres hein, parfois, hein. C'était vraiment sympa. Et puis comme ça me faisait pratiquer mon japonais, ce qui était toujours une bonne chose. Petite anecdote là-dessus tout de même. Une fois j'ai rencontré une japonaise dans la trentaine. Je sais plus quel était son travail, mais elle voulait absolument se marier, elle me l'a dit très clairement. Elle n'a pas arrêté de me poser des questions pendant des heures lors du rendez-vous. En fait, on est allé boire un café, puis aller dans un izakaya où on a bu un peu d'alcool, etc. Un bar ensuite. Bref, elle m'a posé des questions pendant des heures, ça devenait super gênant quoi. Hein. Des trucs du style qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que font tes parents, quel âge ils ont. Qu'est-ce que toi tu as dit comme diplôme? Et un tas de trucs du même genre, c'était super flippant quoi. C'était quasiment un entretien d'embauche en fait. C'était assez horrible. Inutile de dire que je ne l'ai vu qu'une seule fois. C'était absolument lunaire. Hein. Heureusement, c'est la seule fois où ça m'est arrivé au Japon. Hein, donc faites pas non plus de généralité, hein, les gens. Et bref, ça a duré comme ça, mars, avril, puis mai. Et il me semble que courant mai, on a dû reprendre enfin un petit peu les cours en visioconférence via Zoom en fait. C'était pas fou, mais bon, mieux que rien. Au moins, on travaillait comme un petit peu. Et puis on a repris les cours en présentiel en juin, je crois, à l'école. Il me semble que c'était ça, ouais, juin. J'ai enfin réussi à trouver un petit travail en août. Bonne nouvelle, il était temps. L'école a trouvé pour moi, plus exactement. Comme elle le faisait d'ailleurs pour beaucoup d'autres. Hein. La plupart des écoles aident quand même quand vous êtes à la recherche d'un petit boulot. A noter aussi que durant cette grosse période de Covid, le gouvernement avait mis des aides en place, merci à lui, en distribuant un peu d'argent, 100 000 yens qui étaient les bienvenus, 100 000 yens à tout le monde, voilà. 100 000 yens, ça fait à peu près 700 €, hein, ça faisait à peu près 700 € à l'époque. On a appris aussi que le gouvernement avait mis en place une aide supplémentaire pour les étudiants, spécialement pour les étudiants, 100 000 yens là aussi, mais que bizarrement, seuls certains d'entre nous l'ont touché. Quelques personnes de ma classe, pas tout le monde. Et pour être honnête, on soupçonne fortement l'école d'avoir distribué, ou pas d'ailleurs, les fonds en question un peu à la gueule du client, quoi. Et je suis pas le seul à penser ça. Bref, pas de preuves, mais de très forts doutes. En tout cas, pour ma part, je continue ma recherche d'un travail à temps plein avec lequel je pourrais rester au Japon puisque c'était mon but. Avec le Covid, c'était galère, hein, comme je l'ai dit avant, car des salons pour l'emploi des étrangers étaient annulés ou se déroulaient seulement en ligne. Tout était plus compliqué, quoi. J'en ai suivi quand même en ligne, justement, de ces salons où il y avait des entreprises qui présentaient des postes et puis qui disaient, voilà, si vous êtes intéressé, envoyez votre CV. J'ai suivi donc ce genre de choses en ligne parfois, et puis envoyé des CV ensuite. Parfois ça a donné quelque chose, parfois non. J'ai aussi été dans des cabinets de recrutement en personne, au pôle emploi japonais. J'ai demandé autour de moi si certains avaient des pistes ou des conseillers. J'ai demandé aussi à l'école qui m'avait promis qu'elle donnait un coup de main pour la recherche d'emploi, mais de vrai travail cette fois-ci, pas juste des baïtos.
Et ce fut un gros mensonge en fait, puisque en plus de ne jamais m'avoir aidé en dehors de la recherche de bateaux, ils n'ont fait que me mettre des bâtons dans les roues lors de ma recherche d'emploi, et pas qu'à moi d'ailleurs. Ah! En fait, leur but c'était surtout que personne ne parte de l'école, car comme ça, ils pouvaient nous faire payer 6 mois de plus à chaque fois qu'on renouvelait en fait en nous le gardant. Surtout qu'ils galéraient puisque les niveaux financiers, je pense, puisque les nouveaux élèves à cause du Covid ne pouvaient pas rentrer au pays et donc il n'y avait pas de clients en quelque sorte. Hein. Donc ils voulaient garder les restants. Bref, arrive fin septembre, j'allais devoir dire si je renouvelais ou pas, si pour ces mois supplémentaires, et j'avais vraiment aucune envie de le faire, surtout pour des raisons économiques. Et là, alors que j'avais fait une candidature de plus, oui, une candidature de plus, j'ai été recontacté par une entreprise agroalimentaire pas loin de Nagoya. Ils avaient vu mon CV, puisque je leur avais envoyé, ils étaient intéressés par mon expérience, et ils m'ont invité en fait à venir les voir, voilà, pour faire connaissance un petit peu. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris l'avion pour Nagoya. Il voulait en fait quelqu'un qui soit capable de faire de la production car l'entreprise avait investi dans une nouvelle machine d'emballage et il fallait quelqu'un pour la faire tourner, tout simplement. C'était une boîte qui fabriquait et vendait de la nourriture japonaise, par exemple style paille, des dorlias, vous savez, c'est des choses qu'on trouve des petits plats japonais qu'on trouve en combini en fait. Mais aussi des melons de panne, ça c'est des espèces de brioches rondes sucrées. Ainsi que de la viennoiserie et de la pâtisserie française ou japonaise. Donc ça a été plutôt bon pour moi. Et ils importaient notamment justement des trucs depuis la France, soit des ingrédients, soit du fromage, des macarons, du sel, de Guérande, des choses comme ça. Et en fait, ils voulaient que je leur file aussi un coup de main là-dessus, en plus de mon travail sur ligne de production, quoi, hein, à l'emballage. Ils voulaient que je les aide pour des documents d'importation, prendre contact parfois avec les fournisseurs, qui étaient parfois français justement, entrer en contact avec la douane japonaise pour leur donner des documents nécessaires. Et il se trouve que moi j'ai eu une grosse expérience en agroalimentaire et des diplômes en lien, donc c'était cohérent en fait. Hein. Il n'y avait pas besoin d'un japonais de dingue en plus, donc ça allait, il fallait du japonais quand même, plus un peu de français, et puis voir quelquefois un petit peu d'anglais, notamment avec la douane japonaise ou certains fournisseurs, bref. Au final, j'ai bien sûr commencé à travailler pour cette entreprise après déménagement, parce que bon, voilà, on s'est mis d'accord et tout. Le tout en visa de travail. Réussite. C'est passé juste, et j'avais déjà utilisé pas mal d'argent, mine de rien, en 2020, et renouveler l'école, non, vraiment non. Donc heureusement que j'ai pas eu à le faire. L'école était absolument furieuse que je parte, quand je leur ai dit que je partais. Ils m'ont même menti en disant qu'on ne pouvait pas passer en fait de visa étudiant à visa travail, ce qui était totalement faux. Quelle indignité. J'avais d'ailleurs été demandé en personne à l'immigration si c'était vrai ou faux, et évidemment ils m'avaient confirmé que c'était faux et qu'on pouvait le faire. Et puis effectivement, c'est ce que j'ai fait par la suite. C'est que c'était donc tout à fait possible et l'école là vraiment ils ont déconné quoi. Vraiment ils ont été mauvais. D'autant plus que les changements de visa c'était encore plus facile avec le corona en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ah! Puisque l'immigration japonaise en fait s'est mise à distribuer beaucoup plus facilement un tas de visas à des gens qui parfois n'étaient pas éligibles. Par exemple, comme vrai exemple que j'ai pu constater, c'était des gens qui obtenaient un visa travail après un PVT sans quitter le territoire, alors que normalement c'est complètement interdit, c'est pas possible. Ou encore d'autres avec des Bac plus 2 qui obtenaient des visas de travail comme le mien, alors que normalement c'est Bac plus 3 minimum en temps normal. Les écoles de japonais aussi, dans les écoles de japonais normalement c'est limité à 2 ans. Et bien là ils avaient autorisé jusqu'à 3 ans, donc vraiment ils ont facilité les choses. Pourquoi? Alors ça peut paraître surprenant, mais pourquoi ils l'ont fait? C'est simple, c'est que comme beaucoup d'étrangers ne pouvaient plus partir du Japon, étaient bloqués au Japon, l'administration a préféré se montrer compréhensive afin de garder le contrôle et d'avoir en fait éviter d'avoir un tas de gens illégaux malgré eux qui seraient retrouvés dans des situations assez dramatiques. Donc moi bon j'ai pas eu besoin de ce coup de pouce en fait personnellement puisque bon je rentrais dans les critères, mais d'autres en ont profité et franchement tant mieux pour eux. Je trouve que c'était plutôt bien que l'immigration japonaise ait fait ça, parce qu'il y aura eu vraiment beaucoup de gens à avoir des soucis, malgré eux. Hein. En conclusion, 2020 fut une année très particulière pour pas mal de monde, je pense.
me concernant aussi bien sûr, et je suis très content d'avoir atteint mes objectifs évidemment, parce que j'ai quand même fini par trouver un travail, mais ce fut vraiment, je vais pas vous mentir, ce fut vraiment, c'est passé juste et ce fut vraiment très difficile. Il y a eu des moments de joie, mais de gros moments de doute aussi, hein, bien sûr. Si parmi vous les Tanoukiens, il y en a qui veulent venir aussi en visa étudiant dans le but de trouver un travail par la suite au Japon, eh bien franchement les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est d'y aller vraiment à fond et dès le premier jour. J'exagère même pas. D'abord sur le japonais, évidemment. Plus vous aurez un haut niveau de japonais, plus vous serez éligible à des boulots. Et ensuite, à fond dans votre recherche de travail et le plus tôt possible. Pour ça, renseignez-vous, demandez à toutes les personnes susceptibles de vous apporter quelque chose autour de vous. Des cabinets de recrutement en ligne ou dans votre ville, chez lesquels vous pouvez vous déplacer, des salons pour l'emploi. Allez à des salons pour l'emploi, demander aux écoles si elles peuvent vous aider, si elles sont OK, à d'autres étrangers présents au Japon, candidater dans des entreprises japonaises ou étrangères, allez faire un tour chez Hello Work, le pôle emploi japonais. Bref, vous l'avez compris, faites feu de tout bois, demandez autour de vous, prenez un tas de renseignements, candidatez en ligne, laissez des CV un peu partout, améliorez à fond votre niveau de japonais pour être performant lors des entretiens et puis avoir un beau diplôme en japonais à mettre sur son CV, ça aide franchement. C'est un petit peu ce que je pouvais vous dire en conclusion. Si vous aussi vous avez les mêmes ambitions que celles que j'ai pu avoir moi-même évidemment à l'époque, c'est un vrai challenge hein, quand même, hein. C'est toujours un challenge, mais il y a des possibilités aussi, donc à vous aussi de voir si vous voulez tenter ou pas. C'était tout pour ce 3e épisode. Comme d'habitude, mettez un j'aime si vous avez apprécié, si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouvera, je sais pas, peut-être le mois prochain, sûrement, pour un 4e épisode. Allez, à plus les amis, salut et merci. Au revoir.